Lettre de l'intendant Villemonté au chancelier Séguier concernant une révolte en Poitou en 1643. Cette lettre se trouve dans le fonds Dubrovski à Saint-Pétersbourg et a été publiée par Boris Porchnev dans son ouvrage « Les soulèvements populaires en France » de 1623 à 1648, ouvrage publié à Paris en 1963. Monseigneur, ayant informé messieurs des finances de temps en temps des difficultés qui sont survenues dans cette province, à la levée des tailles et subsistances, depuis le décès du roi, je sais qu'ils n'ont manqué d'en faire rapport devant vous, au Conseil, et reçu plusieurs expéditions générales et particulières pour ce pays, afin de détromper les peuples des faux bruits de remise des années précédentes et même de la meilleure partie de la courante. Vous avez aussi su, Monseigneur, la garnison que j'établis en Bas-Poitou au commencement de cette année pour tenir le peuple dans l'obéissance en un lieu assez difficile à cause du voisinage de la Bretagne et de fait plusieurs paroisses limitrophes qui dépendent des élections des Sables et de Mauléon ont eu l'insolence d'attaquer cette garnison pour la seule raison qu'elle leur déplaisait, et si les gens qui la composent n'eussent eu beaucoup de résolution pour se défendre et de modération pour ne pousser les choses à l'extrémité, il en fut arrivé des accidents funestes. Néanmoins, on ne put pas se dispenser d'entrer en l'une de ces paroisses, qui s'appelle Bouin, en laquelle les séditieux étaient barricadés aux environs de l'église, et pour les déloger, brûler et détruire 3 ou 4 méchantes maisons, après quoi ces mauvaises gens se dissipèrent et promirent par l'entremise de la noblesse de se mettre à l'avenir dans leurs devoirs et de commencer à faire les rôles des tailles dont cette paroisse porte par an, avec la subsistance, 15 ou 16 000 livres et est des plus accommodés de la province. Cependant, Monseigneur, j'appris hier par homme exprès que, dans la même paroisse, il est arrivé une nouvelle sédition et que 50 hommes armés ont battu les sergents des tailles si outrageusement qu'ils sont en péril de mort, et on me mente que 30 ou 40 paroisses de l'élection des Sables sont résolus d'en venir aux extrémités. C'est pourquoi, Monseigneur, avant que de passer outre, j'ai cru être obligé de vous en informer et vous supplier de me prescrire l'ordre que j'aurai à tenir en une pareille occurrence, et si exécutant ceux qui m'ont été donnés, je ferai faire main basse à cette canaille, car si on continue les épargner, je prévois une révolte générale et je vous certifie qu'on ne veut plus rien payer partout qu'avec la force. Commentaire. Une première lecture du texte permet un inventaire des points à éclaircir. Tout d'abord, la particularité du lieu, le cadre géographique mais aussi administratif. Il faut bien sûr consulter une carte pour situer la généralité de Poitiers et les noms cités. Ensuite, le système de répartition et de prélèvement de la taille, termes de conseil, élections, paroisses, messieurs des finances, subsistance, etc. Il faut noter l'importance du thème de l'impôt et de ses problèmes qui commence et clôt la lettre. Difficultés survenues à la levée des tailles, on ne veut plus rien payer. Enfin, le vocabulaire. Comme celui d'élection, certains mots désignent sous l'Ancien Régime d'autres réalités ou ont changé de sens. Exemple, pays, accommoder, se dissiper. L'auteur récapitule les faits sur une durée de plusieurs mois. Au commencement de l'année, depuis le décès du roi, hier. La narration est très construite, conduisant le regard d'une vue générale. Dans cette province,
un cadrage optique de plus en plus précis. Le Bas-Poitou, puis les élections de Sable et Mauléon, enfin la paroisse de Bouin. L'angle de vue s'élargit alors de nouveau, 30 ou 40 paroisses, pour finir sur une vision panoramique partout. L'ensemble allant de pair avec une progression dramatique. Et enfermé des difficultés, hier il est arrivé une nouvelle sédition, je prévois une révolte générale. Le document est donc une lettre d'un administrateur provincial au pouvoir central. Le chancelier est le chef de la justice, c'est-à-dire aussi de la police et de l'administration. L'intendant est un commissaire, représentant direct du roi dans la généralité. François de Villemonté est depuis 12 ans en Poitou, ce qui fait de lui dans cette région le premier intendant permanent car leur mise en place est récente. Passons à la nature du document. Avant d'agir, passer outre, Villemonté informe son supérieur hiérarchique et demande des ordres, donnant son avis pour orienter la conduite à tenir. Si on continue, je prévois. Ce document donne donc le point de vue de l'administrateur sur les événements. Étudions maintenant le contexte dans lequel s'inscrit la rédaction de cette lettre. Commençons par les lieux. Le Bas-Poitou est la partie atlantique de la généralité de Poitiers. Ce sont les actuels départements de la Vendée et des Deux-Sèvres. C'est un lieu difficile pour l'administration royale pour des raisons géographiques. Bouin est situé dans des marais très peu accessibles, mais aussi administrative en raison de la proximité de la frontière de la Bretagne dont le statut est différent. La Bretagne est un pays d'État, non d'élection comme le Poitou, c'est-à-dire qu'elle gère et prélève elle-même ses impôts. C'est une province tardivement rattachée et qui n'a pas à cette époque d'intendant. Le moment maintenant, difficile aussi pour des raisons politiques et financières. Politique tout d'abord. Louis XIII est mort le 14 mai 1643, quelques mois après Richelieu, donc mort qui date de décembre 1642. Le pouvoir royal est affaibli par une régence. Louis XIV a 5 ans. Moment difficile aussi pour des raisons financières. La France est un moment crucial de la guerre de 30 ans. Les besoins de l'État ont cru démesurément et la pression fiscale devient de plus en plus lourde. La taille, qui pèse essentiellement sur les paysans, a doublé au moment de l'entrée en guerre, en 1635, et double encore par la suite, atteignant en 1643 le maximum de 53 millions de livres. La conjonction de ces facteurs entraîne une immense vague de révolte. En 1643, plus d'un tiers de la France est soulevé, comprenant tout l'Ouest et le Midi. Partons d'une problématique. Quelle vision l'intendant transmet-il au pouvoir central et pourquoi ? Pour analyser le rôle de l'intendant, il faut analyser les mots qu'il emploie pour définir son action. Informer, exécuter les ordres, à 2 reprises chacun. Il se présente donc comme un relais du pouvoir, insistant particulièrement sur son rôle central dans la circulation de l'information. Je sais, j'appris, on me mande, je prévois, je certifie. Identifions aussi le circuit décrit au début. L'intendant informe les trésoriers des finances qui font rapport au conseil, puis celui-ci envoie à l'intendant un message à transmettre au peuple. Quels sont les domaines de son action ? Il y a les finances et la police. Commençons par les finances. L'intendant double l'administration en place.
des officiers, en surveillant la levée des impôts et en donnant son avis sur la répartition. Ensuite, la police. C'est ici l'essentiel de son action. Il est chargé du maintien de l'ordre, domaine dans lequel il bénéficie d'une large initiative. Il établit une garnison, mène une expédition punitive dans un village. Son objectif est de tenir le peuple dans l'obéissance, d'obliger ces mauvaises gens à se mettre dans leurs devoirs. Les résistances et l'aspect conflictuel qui sont ici sous-tendus tiennent certes à la période particulièrement difficile pour la monarchie, mais aussi à l'homme qui apparaît dur et partisan des méthodes fortes. Le troisième domaine de l'intendant, la justice, n'apparaît pas ici. Second problème, les difficultés de la levée de la taille. Le document montre la violence qui caractérise le prélèvement de l'impôt et que l'intendant justifie ainsi. On ne veut plus rien payer qu'avec la force. La monarchie a été obligée de mettre en place un système de contraintes. Les sergents des tailles, troupes qui accompagnent les huissiers chargés du recouvrement forcé. Sous-entendu, la taille n'est pas payée depuis plusieurs années, comme en témoignent les faux bruits de remise des années précédentes, qui sont toujours dus. Le rôle d'impôt de l'année, à moins, n'est même pas fait. Les causes mentionnées par l'intendant sont le fâcheux voisinage de la Bretagne et le mythe de la remise des impôts à l'avènement d'un nouveau roi. Dans la mentalité paysanne, l'impôt royal doit rester extraordinaire, le roi devant vivre de son domaine. La cause profonde, l'énorme augmentation de la pression fiscale, est passée sous silence. Mais peut-il l'évoquer ? La monarchie ne peut baisser ses exigences fiscales dues à la guerre. Il faut penser à la situation militaire en 1643. La fonction de l'intendant ne consiste pas à comprendre les paysans, mais à fournir à l'État les moyens de la guerre. Troisième thématique, la révolte. Notons à côté des paysans le rôle de leur cadre traditionnel. La noblesse, qui joue le rôle d'intermédiaire, le curé de la paroisse, qui a peut-être aidé, sinon animé la résistance. Je renvoie aux barricadés aux environs de l'église. En face, les agents de l'État incarnent la violence sur place, sergents des tailles, soldats ou à distance. L'intendant qui s'est rapproché de Poitiers à Niort, mais reste prudemment en ville. Les nobles et le clergé aussi exigent des impôts, mais ce sont des notables locaux, traditionnels, bien intégrés. Les représentants du pouvoir royal sont des étrangers, à l'intrusion nouvelle et violente. L'intendant ne cache pas son attitude brutale. Faire main basse sur cette canaille. Incendie de maison. Observons aussi les termes employés. Insolence, séditieux, mauvaises gens. Mais il ne présente que son seul point de vue. Combien de victimes parmi les paysans ? Il ne prend pas non plus en compte le fait que chaque répression embrase la révolte au lieu de l'éteindre, et qu'au total son action est un échec. Discutons sa phrase. Ils ont attaqué la garnison pour la seule raison qu'elle leur déplaisait. En fait, cette garnison sert de renfort aux sergents des tailles. Elle apparaît aussi comme une atteinte aux libertés locales. On passe ainsi de la révolte fiscale au refus des structures centralisatrices de la monarchie. Conclusion du commentaire. L'intendant a pour mission d'obtenir l'impôt et de faire régner l'ordre, donc de sacrifier les paysans à la raison d'État. Pour écrire l'histoire des révoltes paysannes, l'historien ne dispose le plus souvent, comme ici, que des archives de la répression. Ce document s'inscrit dans une longue série de révoltes antifiscales. Sans entrer dans un débat historiographique ancien, on peut noter qu'interviennent aussi le refus de la centralisation
les résistances ont lieu comme ici dans des provinces périphériques, et le refus de l'État moderne, incarné par les agents du fisc, les troupes et l'intendant, qui font une irruption brutale dans l'ordre social et fiscal séculaire des campagnes. Quelles sont les suites immédiates à cette lettre? Il faut penser à la lenteur des communications. Les ordres que l'intendant demande à Paris ne peuvent pas lui parvenir avant une dizaine de jours. Ces lettres suivantes montrent son impuissance à mater la révolte. Il sera d'ailleurs rappelé en 1644. Cette région du Poitou réussira à ne pas payer l'impôt jusqu'en 1660, soit pendant